Bienvenue sur les ondes d'RCB. Tout de suite, c'est l'émission Histoire familiale avec Betty. Bonjour Betty. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver ce lundi pour continuer notre histoire familiale et la psychogénéalogie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la famille et de ses loyautés. Comme vous le savez, la famille, comme nous le savons tous et toutes, c'est un élément essentiel de notre histoire. L'appartenance à notre famille permet de nous sécuriser. Et pourtant, elle peut aussi protéger ses membres, en favorisant leur développement social et affectif. Nous avons dans toutes les familles un ensemble de croyances et de doctrines qui définissent le système familial. Par exemple, une des croyances les plus ancrées est le masculin est important car dans cette famille, seuls les hommes sont considérés. Ou alors, le mariage est indispensable. Ou encore, quoi qu'il arrive, on ne divorce pas chez nous. Même si on ne s'entend pas, on passera une vie à vivre ensemble. Ou alors l'appartenance sociale ou économique. Pour suivre le système, il faut absolument avoir un statut économique ou social à l'identique de ses parents ou de ses grands-parents. Pour les doctrines familiales, vous pouvez par exemple croire fondamentalement que être propriétaire à tout prix ou avoir de l'argent pour être reconnu, c'est important chez nous dans le clan. On fait des enfants après le mariage. On doit réussir à tout prix, comme mon père et son père avant lui. Ou alors on doit, si on est une femme, gérer et savoir tenir sa maison et ses enfants. Et si par exemple la femme veut s'émanciper, c'est à ses risques et périls. Elle ne sera soutenue que si elle tient bien sa maison. Alors, comme vous pouvez le constater, l'inconscient familial est rempli de croyances, de mensonges, de convictions, de non-dits, qui sont automatiquement transmis et qui entrent dans notre conscient. Et ce qui est primordial en tant qu'individu ou personne, je suis, c'est est-ce que j'ai conscience de qui je suis et pourquoi je le fais? En psychogénéalogie, l'objectif, quand vous travaillez sur vous, n'est pas de juger les autres membres de votre clan ou de votre famille sur ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire, etc. C'est surtout de mettre avant tout votre généalogie en perspective d'un mieux-être et d'une véritable guérison pour vous et automatiquement pour votre descendance. Percevoir et savoir qui nous sommes véritablement, c'est réveiller notre puissance créatrice et nos capacités d'auto-guérison. À travers votre travail de conscience sur votre arbre généalogique, vous réparez les différents domaines de votre existence pour éviter de répéter des programmes transgénérationnels qui s'activent au creux de vos gènes et qui ont de ce fait de fortes chances de s'éveiller dans votre vie et celle de votre descendance. Si par exemple, votre grand-mère portait votre mère dans son ventre et qu'elle ne pouvait concevoir autre chose que je ne peux pas exercer un métier parce que nous avons une ferme. C'est une ferme familiale qui appartient à mon mari. Elle porte sa première fille, votre maman. Et dans son quotidien de femme enceinte, elle engramme à son enfant qu'il est essentiel de suivre son conjoint dans son travail, quoi qu'il advienne. Et un jour, votre maman devient adulte. Par fidélité familiale, elle rencontre un homme qui a une entreprise. Familial aussi. Il est peut-être entrepreneur et fait des transports d'autobus. Et son épouse, donc votre mère, se dit qu'il est tout à fait logique qu'elle travaille avec son conjoint, puisque sa mère le faisait déjà avant, à la ferme, et que son mari ne peut pas se passer d'elle, que c'est primordial pour la réussite familiale. Ça, c'est ce qu'on appelle une véritable croyance. Donc votre maman va grandir avec cette croyance-là, qui n'est pas consciente mais inconsciente, et peut-être vous le transmettre à vous, peut-être l'aîné des enfants, ou la cadette, la fille. Alors conscientiser votre capacité de prévention vous offre la capacité de décrocher ces épées de Damoclès familiales,
pour les faire évoluer et les transformer en atouts majeurs de votre clan. Ce qui est important dans un travail de psychogénéalogie, c'est vraiment de vous réaliser, d'être qui vous êtes dans votre entièreté. Ce n'est pas casser le clan, ce n'est pas remettre en cause tout ce qui a été fait auparavant, c'est juste être vous, avec ce que l'on vous a transmis inconsciemment et consciemment. L'inconscient de chaque membre de l'arbre, quand vous allez commencer à travailler dessus, contient des non-dits, des drames et des secrets de famille. Et sera toujours aussi prégnante et déterminante dans le conscient, aussi longtemps que la mémoire inconsciente ne sera pas passée en conscience. La psychogénéalogie, c'est donc devenir un détective de sa propre famille. C'est de plonger dans son histoire familiale pour analyser dans un premier temps ce qui a été raconté par l'un ou par l'autre, le grand-père, le grand-oncle, la tante, le père, en reconstituant le puzzle familial et savoir ce qui est du domaine de la légende familiale et du domaine de la vérité. Il est bon à ces moments-là de découvrir ce qui a été caché ou enterré. Bon nombre de consultants qui sont venus me voir, quand ils démarraient leur psychogénéalogie, pensaient ne pas savoir grand-chose sur leur histoire familiale et réalisaient en fait que quand ils cherchaient à répondre aux différentes questions que je pouvais leur poser, ils se surprenaient de voir qu'ils connaissaient bien plus de choses sur la vie de leurs ancêtres alors qu'ils étaient persuadés de ne pas savoir grand-chose. Ce qui est intéressant quand on travaille sur nos mémoires familiales, c'est que quand la personne vient et dessine son arbre, elle va poser des dates de naissance de ses grands-parents, de ses parents, d'elle, de ses frères et sœurs, de ses tantes et ses oncles. Elle va aussi poser les dates de décès de ses grands-parents, peut-être de ses grands-oncles, grandes-tantes, peut-être de ses parents. Et elle va aussi mettre leur métier, ce qui était important pour la famille, toutes ces croyances, toutes ces doctrines que l'on transmet de génération en génération. Et à un moment donné, elle va commencer à poser des questions à sa famille. Et tout en faisant ça, énergétiquement, toute la famille se met à bouger inconsciemment. Elle peut poser une question à sa maman. « Tiens, tante Lucie, elle était comment ? Elle est morte jeune, hein, c'est ça, hein ?» Oui, tante Lucie est morte jeune parce que tu sais, c'était l'aînée de la famille. C'était ma grande sœur et puis il y avait ton oncle Georges et puis moi après. Et j'ai pas vraiment connu Lucie, mais je sais que elle s'est noyée, elle devait avoir 6-7 ans. Et la maman, quand elle raconte cette histoire, ce souvenir qu'elle a peut-être occulté pendant des années, ça la ramène à son enfance à elle et à ce drame-là. Et elle se remémore tout ce qu'on lui a raconté. Alors bien sûr, ça ne changera rien, mais au niveau de la transmission des paroles de la mère à sa fille, qui lui dit « Oui, effectivement, tante Lucie, elle est morte jeune, noyée. » En fait, il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. Et la personne prend des notes, et 2-3 jours après, la mère revient et dit « Attends, je me souviens de quelque chose. Elle ne s'est pas noyée. C'est pas comme ça que ça s'est passé. J'avais complètement oublié, mais ton grand-père m'avait raconté l'histoire. Lucie, elle avait 15 ans. Et elle était partie justement avec ton grand-père pour aller dans les champs. Ton grand-père l'avait autorisée à prendre le tracteur. Elle est montée sur le tracteur et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'elle est tombée dans une ornière. Lucie ne s'était pas noyée. Elle a fait un accident de tracteur. Ton grand-père ne s'en est jamais remis. Il a fait un déni de la mort de sa fille, de son aîné. Il s'est senti responsable de ça. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que dans la famille, on peut faire un déni d'un drame familial. On a bien connu la tante Lucie, évidemment. Sa mort tragique, on n'a pas envie de s'en souvenir dans la famille. Alors, on oublie ou on dit tout simplement qu'elle s'est noyée. Parce qu'on se souvient de ce père et de cette mère qui ont souffert de cet accident tragique du tracteur qui est tombé. Et c'est la petite fille qui, en faisant une enquête sur sa famille,
ouvre de nouveau cette porte de ce passé lourd. Et donc à travers ça, il y a plein de choses qui se mettent à bouger. Ce qu'il faut retenir, c'est pas la souffrance qu'a portée la famille et qu'elle transmet de génération en génération. Puisque justement, cette consultante qui vient me voir me dit « J'ai eu 2 enfants, mais ma première est décédée à 15 ans. Elle s'est fait renverser par un camion. Elle était sur son vélo. » L'objectif de ce travail qu'a fait cette consultante en venant me voir, c'est de mettre en œuvre sur l'arbre généalogique, pas forcément une régression impossible dans le passé, mais bien une représentation de ce qui s'est passé dans le présent. Le fait d'entrer en contact avec ces émotions, les images de cette mémoire généalogique, cela nous permet véritablement d'amorcer une alchimie à l'intérieur de notre cerveau et de nos cellules. Une alchimie qui se traduit dans notre vie par de nouvelles énergies, des changements importants, des ouvertures et des possibles là où il y avait des obstacles qui paraissaient insurmontables, comme ce drame familial avec cette petite Lucie de 15 ans. À n'importe quel moment de sa vie, il sera possible pour la consultante ou le consultant de retourner, œuvrer au cœur de son arbre généalogique. Et quand on travaille sur son arbre, on peut ressentir la présence de ses ancêtres pour renforcer sa filiation avec eux. En effet, quand la personne a réalisé son œuvre, son arbre, cette communication avec la mémoire des membres du clan devient naturelle. C'est votre relation à la vie et à vous-même que vous guérissez. Lorsqu'une personne arrive chez moi, je lui demande de dessiner son arbre en 2-3 minutes. Elle choisit une feuille de couleur ou blanche, des feutres, et elle va commencer à se nommer et à monter dans l'ascendance avec ses parents et ses grands-parents. Elle peut parfois se trouver hésitante sur des prénoms. Quand elle n'a pas forcément connu ses grands-parents, mettre un point d'interrogation dans la bulle ou dans le carré qu'elle va nommer. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que, à travers son dessin, c'est son corps qui s'exprime. Et son corps a tout engrammé dans ses cellules, au plus profond d'elle-même. Et à travers ce premier jet, ce premier dessin, nous pouvons déjà commencer à travailler sur son histoire familiale. Betty, comment peut-on savoir s'il y a des secrets dans notre famille ? Alors, on peut savoir s'il y a des secrets par rapport au fait que si vous venez me consulter, c'est que quelque part, il y a déjà un mal-être. Il y a peut-être une problématique de maladie récurrente. Il y a peut-être une problématique d'enfant mort-né. Ou alors juste un malaise profond. De ne pas savoir où je me trouve au niveau de mon clan. Quelle est ma place ? Pourquoi on ne voit que mon frère et on ne me voit pas moi ? Essayez de comprendre un petit peu cette chose qui n'est pas exprimée ouvertement, mais qui au plus profond de moi résonne et dont je ne sais pas par quel bout le prendre. Là déjà, il y a forcément un schéma répétitif de notre inconscient familial. Le secret peut être plus ou moins lourd, cela dépend. Tout dépend de votre histoire, tout dépend de ce qu'on va découvrir. Il y a peut-être des secrets qui ont été dévoilés, mais des dénis qui ont été faits aussi. Et cela pose aussi un problème. Ce qu'on recherche en fait, à travers ces non-dits et ce mal-être qu'on se transmet de génération en génération, c'est peut-être tout simplement de remettre de l'or sur quelque chose qui a été sali. Jacqueline Arotto nous demande si nos ascendants sont tous décédés. Comment savoir s'il y a eu un secret ? Si on le sent au plus profond de nous, comment trouver la réponse ? Alors, pour répondre à Jacqueline, on le sait. Quand moi j'ai fait mon travail sur mon arbre généalogique, je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, ni d'un côté ni de l'autre. Je n'avais en fait que ma maman, mais il me suffisait juste d'avoir au moins les dates de naissance et les dates de décès. Quand je vais travailler avec vous sur une recherche généalogique, je vais travailler ce qu'on appelle le sablier, savoir de qui vous portez les mémoires. Est-ce que cela peut être de votre grand-oncle, du grand-père, de la grand-mère côté paternel ou alors de la tante ou de la grand-mère maternelle ? On arrive toujours à trouver. On arrive par le biais des dates de naissance, dates de décès, ou alors des schémas répétitifs dont on n'a pas conscience à l'instant T, mais dont je vais aider à amener la personne à prendre conscience. Ça peut être une piste. Il y a 1001 façons de trouver
son histoire familiale.